Bonjour, ici Gras pour les dubitaristes. Qu'êtes-vous en train d'écouter ? Il s'agit d'une série d'interviews réalisées durant l'été 2021 dans le but très méta de questionner le scepticisme. Notre association, les dubitaristes, se revendique de l'esprit critique, mais nous savons que nous n'en sommes pas experts et expertes et que la communauté zététique n'en est pas gardienne. C'est pourquoi je suis allé trouver des personnes plus ou moins proches de la zététique, certaines ne connaissaient d'ailleurs pas le terme, pour parler de l'esprit critique avec elles. Les thèmes évoqués varient bien sûr selon les personnes, mais la discussion reste orientée vers la représentation biaisée qu'on peut avoir de l'esprit critique, sur des dérives de ses usages, sur des aspects problématiques liés à la communauté elle-même, bref, des critiques. Je salue au passage une partie des productions critiques du scepticisme et de la zététique, venant de l'extérieur ou de l'intérieur de la communauté. Petits avertissements avant de commencer. Les projets de notre association sont acceptés en collectif, mais les prises de position individuelles n'engagent pas le collectif. Dans cette émission, ma parole reste donc la mienne. Et je vous prie d'excuser mon amateurisme en matière d'interview et de production audio, j'espère que l'émission restera agréable à écouter. Pour cet épisode, nous sommes avec Paul Colin, qui a réalisé un mémoire de recherche sur le parcours de plusieurs sceptiques. Paul a donné une interview à Jean-Michel Abrassard du podcast Scepticisme Scientifique, peu de temps après la mienne, le lien est en description. Forcément, il y a des répétitions entre les deux émissions, mais aussi des éléments complémentaires. Sur ce, bonne écoute, et que le doute soit avec vous. Alors, bonjour Paul Colin. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de ton regard sur la communauté sceptique et de ton mémoire sur la communauté sceptique. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. On peut commencer par te présenter. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? En quelle qualité est-ce que je t'invite ? Alors moi, je m'appelle Paul Colin, du coup, j'ai bientôt 25 ans. J'ai fait un master de sociologie, dit master de sociologie d'enquête à Paris Descartes. C'est un master qui initialement était tourné vers la recherche scientifique, qui est un master initialement master recherche, et qui, du fait de la fin de la division des masters recherche, master professionnel, est devenu master sociologie d'enquête, donc basé sur toutes les pratiques d'enquête, donc dont l'objet scientifique, le sens scientifique, est de faire de l'enquête, et de collecter des informations, d'interviewer les gens, de poser des questionnaires, tout un tas de méthodes qualitatives comme quantitatives, afin de pousser des réflexions scientifiques, sociologiques, à partir de données de terrain, de données d'enquête. Donc, j'ai fait 2 ans, parce que c'est un master, et la première année, chaque année avait un mémoire qui clôturait l'année. La première année, ce mémoire était consacré aux sceptiques et autres zététiciens, d'où l'objet de ce podcast. Et la seconde année a été consacrée à toute autre chose, les pratiques des juristes dans un point d'accès au droit. Donc, absolument pas la même chose, même si peut-être certains liens peuvent être tissés. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai terminé ce master et aujourd'hui, je travaille comme ingénieur d'études. Alors, pourquoi avoir fait ton mémoire sur ce sujet-là ? Qu'est-ce qui t'intéressait sur la communauté des sceptiques ? Alors, pourquoi avoir fait ce mémoire ? En fait, c'est relativement simple. Lorsque j'étais en licence de sociologie, donc initialement à Poitiers, j'ai commencé à consommer du contenu sceptique. Alors, tout d'abord, la Tronchambier, un petit peu, surtout hygiène mentale. Il y avait aussi Monsieur Sam. Je ne sais plus exactement la chronologie de ces chaînes, mais donc j'avais commencé à consommer ça. J'étais extrêmement intéressé. Tout d'abord parce que ça répondait à énormément des questions que je me posais, puisque j'étais quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux sciences, qui avait toujours hésité entre la filière S, la filière ES, la filière L, machin. Donc, les questions scientifiques, on va dire de sciences de la nature, c'est des questions qui m'ont toujours intéressé et je regardais énormément de vulgarisateurs tout au long de ma scolarité sur ces sujets-là. Et donc, tomber sur la Tronchambier, tomber sur hygiène mentale, tomber sur différents vulgarisateurs sceptiques, c'était finalement la continuité logique de mon parcours et de ma consommation.
Et donc, je suis tombé là-dessus. Je trouvais que la démarche était très intéressante. Elle était assez originale. Et puis aussi, le fait de s'intéresser et d'évoquer des sujets qui sont paranormaux, qui sont finalement assez incroyables et assez fascinants en même temps, je trouvais que c'était une démarche qui était extrêmement intéressante. Parallèlement, en sociologie, à Poitiers notamment, on demande assez rapidement de commencer à faire des dossiers sur différents sujets. Et comme j'avais pris une option sociologie des sciences, ce que je voyais via ces contenus que je consommais faisait énormément écho à ce que je voyais en cours, faisait écho et en même temps, il n'y avait aucune cohérence entre les deux mondes. L'un était un monde scientifique structuré par des règles, structuré par des institutions définies, structuré par une compétition finalement pour les publications, pour les postes, pour tout un tas de sujets, pour tout un tas de capitaux scientifiques, comme diraient certains. Et l'autre était un monde de bénévoles, de vidéastes, de blogueurs, de gens qui ont un métier à côté qui n'est absolument pas, qui n'est pas toujours relié à la sphère sceptique, au champ scientifique et à leur production vidéo. Et donc, c'était à la fois toutes les analyses qui se faisaient sur le champ scientifique ne pouvaient pas être appliquées à eux. Enfin, toutes les analyses que je connaissais en tout cas, ne pouvaient pas s'appliquer directement à eux. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé, d'autant plus que parfois, avec certains événements, ils se mettaient à évoquer, discuter, s'engager dans des débats sur des questions sociopolitiques, on va dire, en invoquant des arguments scientifiques. Et là aussi, moi qui m'intéressais pas mal à la politique, qui s'intéresse toujours finalement aux questions politiques, je trouvais que c'était particulièrement intéressant, cette mobilisation des arguments socio-techniques, comme diraient certains, en vue de répondre à des questionnements sociopolitiques. Et donc, c'est la confrontation de cet intérêt, puis aussi de ma formation qui aussi poussée au fait qu'on demande à fournir des dossiers. En troisième année à Poitiers, on demande à faire que chaque élève fasse quasiment en autonomie un mini-mémoire, un mémoire d'une 50aine de pages sur un sujet, sur une enquête qu'il fait lui-même. Et donc, on demande très rapidement, en tout cas en sociologie, aux élèves de se créer des lieux des terrains propres, des spécialisations propres. Et donc, pour moi, ça me semblait un sujet de spécialisation extrêmement intéressant. D'autant plus que on peut aller assez loin, donc tu m'arrêtes si ça fait trop long, mais d'autant plus que j'avais déjà dans l'idée de faire une thèse. Or, une thèse nécessite d'avoir un sujet qui démarque suffisamment des autres candidats pour pouvoir un peu tirer son épingle du jeu et être bankable, finalement, sur ce marché de la thèse. On va dire ça comme ça. Et je me suis assez vite aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux sur ces mouvements sceptiques, qu'il n'y avait même quasiment pas de travaux, qu'à la fois, moi, ça m'intéressait énormément, que je me reconnaissais en grande partie dans les producteurs et dans leur production, et dans le même temps que finalement, je pouvais avoir une spécialité qui n'était que très peu disputée si jamais je voulais faire une thèse. Et donc, se spécialiser dans ce terrain-là, c'était finalement une très bonne stratégie scientifique. On peut dire ça comme ça, et je pense que le terme n'est pas usurpé. D'autant plus, je pense que c'est la dernière sous-parenthèse, que je pensais à l'époque, et est-ce que je m'étais trompé, est-ce que non, je ne sais pas, mais en tout cas, je pensais que ce phénomène allait prendre de plus en plus d'ampleur. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, à me pencher sur le sujet, il y a eu des partenariats qu'avaient fait les gens de la Tronche en Biais avec des chaînes de télévision, je crois, ou avec des radios. Il y avait aussi Hygiène Mentale qui, je crois, était intervenu au Parlement européen. Alors, c'est à vérifier. Mais en tout cas, il y avait des investissements dans les sphères médiatiques, dans les sphères politiques de ces personnes-là, de ces producteurs-là. Et en fait, je me suis dit, si ça continue à croître, à prendre de l'importance, le fait de me positionner comme l'un des seuls ayant travaillé sur la question peut être extrêmement intéressant stratégiquement. Et je n'avais pas tout à fait faux. Bref, la manière dont je parle me fait beaucoup rire. Ce n'est pas tout à fait faux. Donc, j'ai été contacté par toi
J'ai été contacté aussi par Jean-Michel Abrassard pour faire une interview dans le même genre. J'ai été contacté par une thésarde afin de lui donner aussi quelques résultats de mon mémoire. Mais ça m'a aussi servi lors de ma recherche d'emploi. Et ça m'a permis notamment d'avoir quelques entretiens parce que pour des postes sur des sujets socio-scientifiques, socio-techniques, et j'ai pu me vendre en faisant état de mon expertise sur cette communauté de sceptiques, de militants qui finalement n'était pas ou quasiment pas étudiée. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais carrément. C'est quoi ta place dans la communauté Enfin, peut-être quelle était ta place dans la communauté au moment où commençaient ces recherches? Laquelle elle est maintenant? Est-ce que toi, tu peux dire que tu te définis comme sceptique? C'est une très bonne question. Je parle de communauté, mais tu peux développer sur ce mot parce que c'est assez discuté. Est-ce qu'on développera pas plus sur communauté, la notion de communauté après? On peut développer plus tard le mot communauté. Oui. Je pense que effectivement, ça nécessite peut-être parce que c'est toute une partie de mon mémoire, donc on peut passer. En effet. Donc moi, à l'époque, je me considérais comme sceptique, je pense. J'ai été super intéressé par les productions. J'étais super intéressé par ce que produisait la communauté. Je trouvais ça passionnant. Je trouvais ça vraiment aussi éclairant, voilà, d'une certaine manière. Puis, ça me semblait extrêmement juste pour une partie des analyses qui étaient faites, qui étaient proposées. Et puis, moi, ça m'a toujours intéressé de savoir un peu ce que les gens croyaient. L'histoire des cercles de culture, je trouvais ça passionnant. Enfin, on pouvait essayer de penser, de rattacher ça à des entités extraterrestres, extradimensionnelles ou quoi que ce soit, qu'on faisait, que certains théorisaient un lien avec des énergies et donc qui avaient des pendules, enfin, toutes les techniques que ces gens mettaient en œuvre pour en fait créer une pensée, créer une réflexion, créer une théorie sur ce qu'ils voyaient, ce qu'ils expliquaient. Et puis aussi, ce qui me semblait extrêmement intéressant, moi d'autant plus que je me projetais dans un avenir scientifique, c'était tous les biais, toutes les erreurs qui pouvaient être commises, ce qui faisait aussi écho en me disant, voilà, si un jour je deviens chercheur, il ne faut pas que je fasse ces mêmes erreurs. Ce serait absurde, ce serait dommage. Ça pourrait me porter préjudice. Donc voilà, pour moi, je me voyais initialement très, très proche de ce qu'il faisait. Après, j'avais quand même quelques critiques. Et notamment, c'est venu relativement vite. Donc j'ai lu, pour m'intéresser à la communauté, j'ai lu notamment un livre qui, je pense, est assez intéressant et en même temps qui illustre bien le problème, c'est La démocratie des crédules de Gerald Bronner. Et dedans, alors, livre très bien écrit, assez passionnant. Après, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que diplômé de sociologie, je suis toujours d'accord avec ce que je pensais à ce moment-là, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, très intéressant, très bien écrit. Et notamment, il dit que les théories extraordinaires progressent, se diffusent, entre autres parce que les scientifiques ont d'autres choses à faire que de les contrer, que d'en parler. Parce que quand on est archéologue, on a d'autres choses à faire que de parler des ossatures de géants qu'on aurait retrouvées ou quoi que ce soit. D'autant plus avec la recherche telle qu'elle est aujourd'hui, les demandes de financement qui doivent être réalisées assez régulièrement. Enfin, voilà. Et donc, il dit que, en fait, finalement, les seuls qui s'opposent à ces croyances, je déforme peut-être un peu la phrase, mais c'est pas inintéressant non plus. Les seuls qui s'opposent à ces croyances, c'était les sceptiques, notamment américains, je crois, qui précisent. Il faudrait exactement voir la phrase. Et donc, à ce moment-là, moi, ça me posait problème. D'une part, c'était la justification scientifique rêvée pour mon mémoire et pour introduire mon mémoire. C'est pourquoi eux s'en occupent. Donc ça, c'était parfait pour mon mémoire. Effectivement, je crois que je l'ai introduit comme ça. Et d'autre part, c'est aussi, ça fait écho à tous les biais, notamment qui sont évoqués dans l'ouvrage, mais aussi tous les biais cognitifs qui peuvent être évoqués par les sceptiques. C'est que si les biais cognitifs sont présents chez tout le monde, comment se fait-il que les sceptiques ne tombent pas autant dans le panneau? Comment se fait-il qu'ils se rendent compte des biais finalement? Pour moi, il y avait quelque chose que j'avais du mal à saisir entre si tout le monde fait les mêmes biais, comment se fait-il qu'on les fait pas tout le temps? Enfin, il y avait un truc un peu comme ça qui me gênait un petit peu. Sûrement que les sceptiques pouvaient répondre ou que Gerald Bronner pouvait répondre, mais quelque chose qui me trottait dans la tête. Et donc, l'idée aussi en lançant ce mémoire, c'était de dire quels étaient les dispositifs sociaux
ou sociotechniques ou épistémologiques qui faisaient que ils se prévenaient des biais, ou alors quand ils en faisaient un, on les prévenait qu'ils faisaient un biais. Enfin, quelles étaient un peu les défenses qu'ils mettaient en œuvre et par rapport à ça. Et donc, voilà ce que je pensais initialement. C'est à la fois, je me percevais totalement dans le mouvement. Je trouvais ça passionnant. Je trouvais ça réellement extrêmement éclairant, passionnant. Mais en même temps, il y avait des trucs qui me convenaient pas. En fait, l'explication par le biais cognitif, pour moi, il manquait quelque chose. À la fois, j'étais en sociologie, elle n'est pas suffisamment sociologique. Donc, pour moi, il manquait forcément quelque chose. Elle ne correspondait pas à mes normes et d'une certaine manière, je voyais difficilement aussi comment la mobiliser dans mes analyses, dans mes projets et comment l'utiliser, quoi. C'est ça aussi la question, c'est comment moi j'aurais pu l'utiliser. Et donc, elle me crée une forme de gêne. Au fur et à mesure de mon mémoire, il y a eu des tensions, il y a eu certains enquêtés qui, au fur et à mesure, commençaient à dire sur les réseaux sociaux, moi j'arrête de me dire sceptique, j'en ai marre. Parce qu'à chaque fois, on me perçoit comme tel autre sceptique, un con. Finalement, c'était un peu comme ça. Et donc, moi, je ne veux pas être attaché à cette image, donc j'arrête de me dire sceptique. Et donc, à la fin, moi, j'ai commencé à prendre un peu de distance. D'une certaine manière, c'était pour ne pas m'incruster parmi ces conflits entre mes enquêtés, qui finalement, mon avis sur le sujet était inintéressant. Donc, si je commençais à m'y investir, ça voulait dire que j'allais consacrer une partie de mon énergie mentale là-dessus et que ça ne me servirait à rien, in fine. Aussi parce que finalement, l'un des grands résultats du mémoire, c'est que, un des résultats du mémoire, c'est que ça veut dire plein de choses différentes pour les enquêtés. Et donc, me dire sceptique, me dire scepticien ou sceptique, peut-être le terme anglais, comme certains utilisaient surtout ce terme anglais, moi, j'en avais pas vraiment l'utilité, d'autant plus que dans ma sphère dans laquelle j'évoluais, personne ne comprenait ce que c'était. Ils pensaient tous que je travaillais sur les esthéticiens, donc c'était autre chose. Et donc, moi, je ne me disais pas comme ça, et finalement, j'en prenais un peu du recul. Et aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de recul là-dessus. Je ne m'investis pas vraiment dans la communauté. Je suis les débats, je suis les choses parce que ça m'intéresse tout de même. Et je trouve que je suis aussi les productions parce que je trouve qu'il y a des outils qui peuvent être vraiment extrêmement efficaces, extrêmement intéressants et qui, en ce sens, m'intéressent. Mais je ne me dis pas, je n'utilise pas cette étiquette-là, notamment parce qu'en fait, finalement, personne ne la comprend, personne ne l'utilise autour de moi. Et voilà. Donc, c'est peut-être aussi à faire en écho par rapport à mon utilisation numérique. Est-ce que dans mes réseaux sociaux, j'interagis avec la communauté? Auquel cas, ça aurait un sens de se dire sceptique. Aujourd'hui, je ne crois pas. Enfin, donc, c'est aussi par rapport à mes fréquentations, à mes usages des réseaux sociaux qu'il faut mettre ça en lien. Donc, je pense que un sociologue peut faire une étude sur l'usage des réseaux sociaux des différents sceptiques, et donc voir comment moi je pourrais me positionner par rapport à ça. Voilà. Oui, l'utilisation du mot sceptique ou zététicien, grosse question en soi dans la communauté. C'est intéressant d'avoir ta vision là-dessus. C'est assez intéressant parce que j'avais un enquêté qui disait, lui, moi je me dis pas du tout zététicien, c'est un mot à la con pour dire, pour reprendre ce que faisait un peu Aristote. Moi, je me dis sceptique parce que je me sens beaucoup plus proche des contenus sceptiques. Puis en fait, les zététiciens français, ils n'ont rien inventé, ils ont tout pris par rapport aux Américains. Donc il y avait un peu ce discours en disant sceptique ou sceptique, ça peut aussi se rattacher beaucoup plus à un courant états-unien plutôt qu'américain, alors que zététicien, c'est aussi s'affilier à un courant français, et notamment tel enquêté qui, lui, a connu Henri Brock, et lui se dit zététicien, parce que c'est aussi la manière dont il a été formé à la chose, quoi. Ouais, il y a toute une dérive sémantique en France, il me semble, sur le mot zététique, qui est parti de ce que voulait en faire Brock et qui devient un petit peu, qui se confond dans le scepticisme. Et il y avait une très, très intéressante émission de Postula, la chaîne de Titsimit et Jukataku là-dessus, sur comment le terme ne veut plus dire grand-chose et du coup vaut mieux l'utiliser dans son acception historique plutôt que de le confondre avec tout le reste. On peut peut-être passer à ton mémoire. Est-ce que tu peux nous en présenter rapidement les différentes parties, faire un panorama? Donc voilà, je l'ai sur mon écran, la table des matières. Effectivement,
mieux vaut que je l'ai sur mon écran, car j'ai pas très bonne mémoire. Donc, c'est un mémoire de 70-80 pages. La première partie est consacrée au travail d'enquête et puis aussi à la définition un peu du scepticisme, de la zététique, telle qu'elle est un peu proposée par différentes personnes, histoire non pas de la définir moi-même, mais plutôt de dire un peu ce que mes enquêtés peuvent entendre derrière ces termes-là. Et donc, pour mes lecteurs, notamment mes enseignants, parce que effectivement, ce mémoire est un mémoire d'étudiant, donc avec tous les défauts que ça peut impliquer, toutes les contraintes que ça peut impliquer aussi. La première partie, du coup, vise un peu à leur expliquer aussi ce à quoi peuvent renvoyer les termes, pour que dans les entretiens, dans les parties suivantes, dans les démonstrations suivantes, ils ne soient pas trop perdus et déphasés. Donc le travail d'enquête, qu'est-ce que c'est ? On aime souvent en sociologie et aussi dans les sociologies dans lesquelles je pourrais m'intégrer, inciter sur la nécessité de contextualiser son travail d'enquête et en fait, de contextualiser pourquoi les gens nous ont dit ça comme ça, pourquoi les gens nous ont répondu ou ne nous ont pas répondu, et comment on a pu faire notre enquête, et puis aussi pourquoi il y a eu cette enquête. Donc l'enquête, qu'est-ce qu'elle est ? L'enquête, c'est une dizaine d'entretiens, c'est 10 entretiens avec 11 personnes, 11 producteurs de la communauté sceptique ou zététicienne. Alors comment ont été sélectionnés ces producteurs ? J'avais 3 critères. Premier critère, qui se disent eux-mêmes ou elles-mêmes sceptiques, zététiciens, enfin des termes abordés, ou alors qui disent que leur contenu est un contenu sceptique ou zététicien. Le deuxième critère, c'est le fait de produire. Je ne voulais pas prendre des personnes un peu qui sont juste consommatrices, parce que le fait de produire, ça veut dire s'investir. Une personne qui est juste consommatrice, peut-être qu'elle a regardé juste uniquement la tronche en biais, qu'elle ne s'est pas plus penchée que ça, et certes, les informations peuvent être intéressantes, mais ce n'était pas exactement ce que moi je cherchais. Le troisième critère, c'était le fait d'être reconnu et d'être connu un peu par les autres. Qu'il y ait eu des collaborations, qu'on m'en ait parlé dans d'autres entretiens. Donc, c'était mes 3 critères qui m'ont guidé. En fait, finalement, que les gens voient un peu qui est qui. Donc, c'était un peu de cette manière-là que je voulais aborder la question. Ma question, entre guillemets, de profane, c'était comment devient-on sceptique ? Qu'est-ce que ça veut dire être sceptique ? Et puis, les affres du terrain, ensuite, existent, et donc, on fait un mémoire avec ce qu'on a dans nos entretiens. On ne répond pas forcément à la question de base, puisque telle question n'a peut-être pas été posée alors qu'elle aurait dû. Telle autre a été posée, elle donne d'autres informations qui sont tout aussi intéressantes et qu'on aimerait bien exploiter. C'est le travail de terrain qui veut ça aussi. Mais bref. Donc, je voulais partir sur comment devient-on sceptique. J'ai essayé d'un peu d'y répondre, et finalement, je n'ai pas plus exploré que ça. Finalement, l'épistémologie sceptique, les normes des normes épistémiques, voilà, qui peuvent être utilisées par la communauté, par ses représentants, par les producteurs, même si, initialement, c'était quand même un des sujets qui m'aurait intéressé. Voilà. Pourquoi les gens ont répondu ? Alors, c'était très impressionnant parce que j'ai dû envoyer peut-être 12 ou 13 messages dans différents canaux, et j'ai eu 10 réponses positives. Et donc, ce qui est un excellent score, finalement, qui montre, et j'ai pu en discuter avec certains enquêtés, ce qui montre aussi un très grand intérêt des producteurs, en tout cas des producteurs enquêtés, pour leur propre discipline. Dont eux-mêmes ont beaucoup de difficultés à comprendre les frontières, comprendre les normes, comprendre un peu comment elle s'est formée et la manière dont parfois elle tient. Et donc voilà, ça c'est la première partie. Donc la deuxième partie, c'est un peu sur le parcours de ces personnes-là, de ces parcours de ces militants, de ces individus, et le parcours personnel, professionnel, la rencontre avec le scepticisme, et finalement l'engagement dans le scepticisme, et les conséquences que cela peut avoir aussi sur la personne. Je développe pas plus, on développera peut-être après. La troisième partie est donc une partie qui est consacrée plutôt à la communauté et finalement à la manière dont les producteurs font face à leur communauté. Font face à la communauté, donc la communauté est selon plusieurs acceptions,
D'une part, comme ils peuvent le dire, la communauté de leur contenu, créée autour de leur contenu. Par exemple, telle personne qui dit, bah voilà, moi j'ai ma chaîne YouTube, et sur ma chaîne YouTube, il y a des gens que je reconnais, et du coup, c'est ça ma communauté, ou alors c'est ma page Facebook. Et à côté de ça, tous et toutes connaissent la page Facebook qui s'appelle Zététique, et peuvent en parler aussi d'une communauté. Enfin, il y a aussi la notion de communauté qui est en fait finalement comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Par exemple, comment tel vidéaste se positionne à tel blogueur, tel prof, etc. Et donc, l'idée de communauté, c'est un peu de la manière dont comment ils se positionnent vis-à-vis de leur public et comment ils se positionnent vis-à-vis des autres producteurs. Tiens, c'est propre, hein, 3 parties, 3 sous-parties, 3 sous-sous-parties. Ah, c'est efficace. Voilà. Bah, du coup, on peut un peu plus détailler. Enfin, je vais pas te demander qui est ton échantillon précisément. Non, confidentialité oblige. Mais donc, ce sont des producteurs de contenu sceptique, producteurs et productrices. Est-ce que tu as pu tirer des informations quand même sur leur sociologie? Donc, d'où est-ce qu'ils viennent? Comment ils en sont venus au scepticisme? C'est une grande question et je pense qu'il faut remettre dans son contexte aussi ce mémoire. Il date d'il y a bientôt 3 ans. Donc, les informations, de toute façon, les enquêtés, ils n'ont pas changé de vie, ils n'ont pas changé leur histoire d'un seul coup, mais les informations peuvent être un peu datées. Et puis, aussi, moi, j'étais jeune masterand de L1, donc de M1. Et donc, là aussi, tout n'est pas parfait dans ce mémoire et certaines interprétations, je pense qu'elles sont un peu osées par rapport à ce qu'il est possible d'en faire réellement. Donc, quelques disclaimers afin de préciser à l'auditeur que ce ne sont que les tribulations, je crois qu'on peut dire ça, d'un jeune étudiant. Mais donc, moi, ce que j'en tire comme une idée, et ce que j'en tire aussi en relisant mon mémoire et en repensant à cette période, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que les enquêtés décrivent leur parcours entre 2 pôles, 2 rhétoriques finalement. La première rhétorique, c'est cette idée que j'ai toujours été sceptique. Moi, on me racontait des histoires, franchement, j'y croyais pas, quoi. Par exemple, un tel qui dit bah moi j'adorais les bouquins, les magazines sur la magie. J'y croyais pas du tout, mais ça me fascinait. Et quand j'étais ado, je passais mon temps à lire des bouquins sur la magie. Donc ça, c'est un premier pôle que je caricature un peu, histoire de montrer un peu correctement l'opposition. Alors effectivement, aucun d'eux ne dit la science a toujours été d'accord avec ce que je pensais, donc il n'y a aucun souci, etc. Aucun d'eux ne disait que ne jamais croire de conneries ou ne jamais. Mais en tout cas, quand ils parlent d'eux-mêmes, ils disent moi j'ai toujours été plus ou moins sceptique. J'avais pas forcément les outils pour l'affirmer, pour défendre ma position, mais j'ai toujours été plus ou moins sceptique. Et il y a un autre pôle qui est plutôt de dire bah moi j'ai cru à d'énormes conneries, j'ai cru à des choses extraordinaires avant d'être sceptique. Et c'est plutôt plus ou moins cette déconversion qui m'a fait devenir sceptique. Par exemple, telle personne qui dit moi j'ai cru énormément à la pensée magique, pour moi c'était quelque chose de fondamental, je croyais avoir des pouvoirs de d'hypnotiseur. Moi j'étais persuadé, je faisais du tirage de cartes de tarot tous les jours, etc. Et donc il y a ces 2 pôles un peu extrêmes, idéal typique pourrait-on dire, qui définissent un peu le spectre sur lesquels les individus racontent leur vie. Après, chaque individu a une vie un peu différente. Tout le monde n'est pas entré dans le scepticisme de la même manière, et c'est peu de le dire. Par exemple, un qui effectivement a cru énormément à la pensée magique, il est tombé dans le scepticisme vraiment pas à pas, et en fait, il est tombé un peu après avoir été reconnu suite à une production qu'il avait fait par les sceptiques. Et il s'est dit, mais en fait, ces gens-là, ils ont l'air sympathiques. Je vais dire ça un peu comme ça. Ils disent que ce que je fais est intéressant pour eux, parce qu'il avait critiqué la thèse de quelqu'un d'autre qui était une thèse extraordinaire. Et donc, ces gens-là disent que ce que je fais est intéressant, que c'est cool, que c'est bien fait. Et je vais m'intéresser à ce qu'ils font. Et finalement, il s'est plus ou moins déconverti à ce moment-là. Il y a aussi un certain nombre d'enquêtés qui, eux, se sont investis dans le scepticisme, dans la zététique, après avoir eu des cours à l'université de scepticisme de zététique.
telle personne qui a eu des cours et qui, du coup, s'est dit, mais en fait, c'est super intéressant, ça correspond tout à fait à ce que je veux faire. C'est cool, quoi, je vais faire un truc là-dessus. Et puis, et notamment, le cortex est une entité, enfin, le cortex et puis Richard Monvoisin, qui a aussi donné des enseignements. Ce sont des personnes physiques et morales, du coup, qui sont extrêmement citées par les enquêtés pour dire, ben moi, en fait, c'est en assistant à ces cours que je me suis dit, mais c'est intéressant et c'est ce que je veux faire. Il y en a encore d'autres qui disent, ben voilà, moi, j'étais en biologie évolutive. Je trouvais ça incroyable que les gens soient créationnistes. Et du coup, je me suis vachement intéressé à ça. Je suis tombé sur les sceptiques. Et du coup, je suis assez avec les sceptiques, quoi. Et enfin, il y en a aussi qui disent, bah moi, à la base, je voulais trouver la raison des choses. Je voulais comprendre comment les choses fonctionnaient. Je voulais un peu toucher la vérité, en quelque sorte, d'une manière un peu absolue, quoi. Qui s'est d'abord penché dans les choses un peu ésotériques, magiques, extraordinaires, qui finalement a vu que ça fonctionnait pas trop, et finalement a bifurqué sur d'autres explications, notamment scientifiques, dont il avait accès à cette époque. Et finalement, c'est investi dans le scepticisme et la zététique qu'il avait pu rencontrer lui aussi à l'université. Voilà, il y en a un autre encore qui est tombé là aussi qui est devenu fasciné par les productions des platistes et qui du coup s'y est intéressé, est tombé sur des contenus sceptiques, etc. Donc il y a un peu ces deux pôles qui sont plus ou moins forts selon les individus, mais il y a quand même, à mon sens, ces deux pôles qui permettent un peu de comprendre la manière dont ils racontent leur parcours. Alors, je dis dont ils racontent leur parcours, effectivement, parce que on est sur un entretien qui est fait état de leur parcours biographique. Et par définition, ce genre d'entretien, il se donne facilement, on va dire, un biais, qui est le biais de l'illusion biographique, de la reconstruction biographique, le fait de raconter son parcours en fonction de ce qui nous est arrivé après. Et la manière dont je l'ai raconté au début de l'interview, mon parcours, peut tout à fait être analysée sous ce biais-là. Donc, il faut en être conscient. Et effectivement, le fait de dire « j'ai toujours été sceptique », finalement, on peut imaginer que ça fait aussi écho un peu à cette illusion biographique. Alors, peut-être qu'effectivement, il y avait certaines dispositions acquises au cours de l'enfance, de la socialisation, des différentes socialisations, qui font qu'on a une plus grande facilité à aller vers le scepticisme, à s'y intéresser, peut-être. Mais dans tous les cas, pour moi, comme je n'ai pas le parcours objectivé, peut-être via une cohorte ou un outil de ce type-là, je préfère parler de pôle et peut-être de reconstruction biographique, ayant que des entretiens rétrospectifs sur leur parcours passé. Voilà. Donc, effectivement, là, on le voit bien, la question des études. Effectivement, je pense que ce n'est pas faut de le dire, qu'ils ont tous un peu rencontré le scepticisme à la même période, la période des études ou après les études. Alors, peut-être que c'est un effet aussi d'âge. Ils ont plus ou moins, sauf certains, bien sûr, qui sont plus âgés, mais ils sont à peu près de la même génération. Donc, peut-être que c'est lié à ça. Ou peut-être aussi que c'est aussi le moment où on s'intéresse aux sciences, pour ceux qui ont des parcours dans ces filières-là, et on s'intéresse à ces objets-là. Et finalement, c'est aussi là où on est plus réceptif et aussi le plus curieux. Et donc, peut-être qu'on rencontre plus facilement ces productions-là et on a plus de chances de s'y investir. La question reste ouverte. C'est une constatation que je fais, mais c'est une constatation qui n'a pas été creusée plus que ça. Et je pense qu'énormément de travaux sociologiques peuvent être faits sur le mouvement sceptique et seraient très attendus, très, très utiles, très pertinents. Voilà, il y avait la question de l'inscription dans un groupe aussi pour cette enquêtée qui, lui, tout en sortant de ses croyances extraordinaires, on va dire ça comme ça, s'est investi dans le mouvement sceptique parce qu'il y avait trouvé un groupe qui pouvait l'intégrer. Alors, d'une certaine manière, c'est Romy Sauvert qui donne quelques interprétations qui peuvent être appliquées, je pense, au mouvement sceptique. Romy Sauvert, c'est un sociologue qui a fait une thèse sur les parcours de déconversion des personnes qui ont vécu dans des sectes. Et pour certains qui y vivent toujours. Romy Sauvert, du coup, il fait une quarantaine d'entretiens, certains qui durent plus de 8 heures, avec ces personnes-là. Donc, sa thèse est passionnante. Elle est vraiment extrêmement riche. Elle se lit très bien.
Il fait son bouquin qui s'appelle Croire à l'incroyable. Il fait tout un état de la littérature sur la philosophie, finalement, des croyances, et c'est passionnant. Et ce qu'il dit aussi des personnes qui font partie des sectes et des processus de sortie des sectes est aussi extrêmement intéressant. Et donc, il parle de l'adepte utilitariste qui, voilà, décrit par Sever, le plus souvent un homme possédant une formation de 3e cycle, donc universitaire, et un statut de cadre ou de profession intellectuelle supérieure, qui adhère d'abord pour des raisons intellectuelles, cognitives ou spirituelles. Et donc, il évoque aussi un deuxième profil qui, lui, s'intègre dans les sectes pour des raisons aussi de groupe, quoi, finalement, pour trouver des pairs, trouver des personnes qui l'accueilleraient, avec qui il aurait des relations sociales, des relations d'amitié, etc. Donc finalement, je pense que la thèse de Romy Sever, Croire à l'incroyable, thèse qui peut être passionnante pour un sceptique, peut aussi... donc moi, je l'évoque en tant que piste dans le sein de mon mémoire, et je pense que sa thèse peut aussi éclairer énormément le parcours de ces gens-là. Le lien que tu fais avec cette thèse-là, ça serait de montrer que l'adhésion à des communautés se fait pour trouver des gens du même groupe que toi, que ça soit pour une secte ou pour la communauté sceptique, c'est ça? Pas que. C'est que, en fait, le lien que je fais un peu de manière en lançant une pierre, quoi, c'est aussi essayer de... Peut-être que c'est une piste à explorer, à exploiter. Moi, j'y consacre que 20 pages au parcours des sceptiques et je pense que ça mériterait 1 ou 2 thèses à part entière. Donc, le compte est loin d'être bon. Mais et je pense qu'il y a quelque chose qui peut faire écho, quoi. Alors, il fait une typologie des adeptes possibles de sectes. Alors, je me rappelle plus exactement, mais il y a l'adepte utilitariste, tel que j'ai décrit, et il y a un adepte aussi qui est là pour trouver des pairs. Et je pense que l'adepte utilitariste correspond à un certain nombre de mes enquêtés, et l'adepte qui est là pour trouver des pairs, finalement, pour trouver une communauté de personnes qui lui ressemblent et aussi dans lequel il sera reconnu, parce que la question de la reconnaissance est quand même assez importante. Ce sont aussi des mécanismes qui sont assez semblables. Et finalement, d'une certaine manière, et puis de manière limitée, hein, parce que c'est quand même pas la même chose, mais on peut peut-être mettre en écho, et puis ça permettrait aussi de souligner les différences, les parcours des sceptiques et les parcours des personnes qui s'intègrent, en tout cas tel que ces personnes racontent leur intégration dans les sectes. Voilà un peu l'idée, c'est que de dire qu'on peut peut-être s'inspirer de ce travail-là pour peut-être décrire le parcours des sceptiques. Après, ça ne veut pas dire du tout qu'il y a une équivalence entre le milieu sceptique et les milieux sectaires tels qu'évoqués par Romy Sever. Ça n'aurait aucun sens et ce n'est pas du tout le point. Mais c'est juste le dire que peut-être qu'il y a des trajectoires, des processus qui peuvent être similaires. Oui, c'est les mécanismes et les processus qu'on compare, voilà. Pas le contenu des thèses partagées par ces communautés. Pas le contenu et pas non plus la manière dont ça se fait empiriquement, parce que, enfin, pragmatiquement, c'est que les sectes ont des modes de recrutement qui doivent être relativement bien à elles, entre guillemets. Comme le mouvement sceptique a des modes de recrutement qui sont peut-être bien à lui, mais je doute que ce soit les mêmes. Voilà. Alors, j'évoque aussi à la suite un truc que je trouve assez intéressant, c'est que la conversion, d'une certaine manière, le terme est peut-être un peu provocateur, l'investissement, l'intégration et finalement la socialisation, tel qu'on peut le dire en sociologie, donc l'incorporation de normes du groupe, la socialisation, donc l'incorporation et puis aussi le fait qu'on soit d'accord avec ces normes, le fait de les prendre à son compte, se fait par auto-formation pour beaucoup. C'est-à-dire que les sceptiques, il n'y a pas une école de sceptiques. Et ça, c'est souvent dit dans les entretiens. Chacun fait un peu comme il veut, comme il peut. Et la force aussi de la communauté sceptique, c'est d'avoir des contenus qui sont extrêmement différents. Des podcasts, des vidéos, des blogs, des ouvrages, notamment avec Henri Brock, et puis aussi avec le scepticisme américain, en langue française, en langue anglaise, et sûrement dans d'autres langues que je ne parle pas. Et donc, en fait, ça permet aussi à chacun d'avoir une plasticité quant à la manière dont on va s'intégrer dans la sphère sceptique, dont la manière dont on va s'y intéresser, dont la manière dont on va se socialiser. Certains vont directement lire les bouquins en anglais parce qu'ils ont rencontré le scepticisme par l'anglais, ou alors d'autres vont uniquement regarder des vidéos.
D'autres encore vont lire des bouquins de philosophie des sciences assez classiques, Kuhn, alors je crois que c'est Quine, Quine, enfin des choses comme ça, ou Popper, hein, bien sûr, aussi, qui est assez souvent usité. Et donc, il y a une très grande pluralité et ça permet aussi à des gens finalement assez différents de se rassembler, d'incorporer des normes communes via des canaux différents. Et enfin, cette partie, elle se termine, elle est relativement dense. Hein. Cette partie se termine par le fait que je m'intéresse enfin aux socialisations. Ah non, elle ne se termine pas par ça. Aux socialisations et au contenu de ces socialisations. Finalement, d'une part, il y a une socialisation scientifique, apprendre les normes scientifiques, apprendre les termes scientifiques, qui sont certainement pas évidents, apprendre aussi les termes dédiés, les termes latins, apprendre aussi les normes, apprendre comment fonctionne une revue scientifique, comment fonctionne la littérature scientifique, comment fonctionne la hiérarchie scientifique. Et d'une certaine manière, et ça je trouve ça très intéressant aussi, tous les enquêtés en font état, il y a une socialisation à des normes, j'ai marqué discursives, mais pas des normes discursives, des normes de communication qui sont assez particulières. Et notamment, tous les enquêtés en font état. Alors, peut-être que certains en font mieux usage que d'autres, c'est pas la question. Mais tous les enquêtés disent qu'effectivement, ils ont appris à communiquer avec des personnes qui ont des croyances, qui a des adhésions qui sont totalement opposées à elles. Et donc, il y a cette socialisation aussi, notamment par le biais de l'entretien épistémique, qui a été pour certains un véritable tournant, un véritable déclic, et qui a fait que les gens ne gueulaient plus, enfin que les enquêtés ne gueulaient plus sur les autres lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, ne serait-ce que ça, qui est quand même quelque chose de très différent. Mais aussi le fait de le conscientiser. Et notamment, il y a un très bon entretien avec un enquêté qui me dit « Moi, je fais en sorte de faire l'entretien épistémique, de vraiment laisser la personne parler, la laisser dérouler son argumentaire, l'aider à consolider son argumentaire pour qu'après, elle le remette peut-être en cause dans son coin, et puis revienne me voir en me demandant ce que j'en pense, et moi, je lui déroule mon propre argumentaire, mais toujours en étant cordial. Jamais s'opposer directement dans les argumentaires. Et c'est conscientisé et c'est formulé comme tel. Et ce qui fait que pour certains, ça pose des problèmes. Ce n'est pas tant le fait de s'engueuler autour de telle adhésion qui pose problème, c'est le fait d'utiliser ces normes, pas envie de dire discursives, mais ces normes de communication. Et notamment, j'ai une citation qui est très intéressante, où c'est un enquêté, non, j'en ai même deux, je crois, qui dit, j'en discutais avec ma nana hier, elle me disait, je veux pas que tu m'opposes des arguments, tu dis que toi-même qu'opposer des arguments, ça sert à rien, alors pourquoi tu le fais avec moi ? Et puis, je lui dis, parce que quand j'utilise l'entretien épistémique avec toi, tu me dis, ah non, fais pas tes trucs d'épistémique. Donc, il le dit avec beaucoup d'humour, mais il y a un peu ça, c'est que à la fois les normes épistémiques et puis les connaissances qu'ils agrègent sur le débat et les normes de discours plutôt, pas épistémiques, les normes de discours, fait que leurs proches en ont aussi conscience et fait que ils se méfient. D'une certaine manière, le fait d'utiliser l'entretien épistémique avec ses proches qui connaissent l'outil est interprété par les proches comme une tentative un peu de manipulation. Et c'est aussi un peu ce qui est critiqué, j'avais vu des philosophes qui critiquaient ça de Socrate, c'est que la manière dont il procède est finalement assez manipulatrice d'une certaine manière. Donc voilà, donc ils adhèrent à des normes scientifiques, des normes communicationnelles qui sont nouvelles et qu'ils incorporent. Ça ne veut pas dire qu'ils font usage tout le temps et absolument parfaitement de ces nouvelles normes. C'est absolument pas la question. Mais c'est tout de même l'idée qu'ils les incorporent peut-être partiellement pour certains, peut-être parfaitement pour d'autres, ils les incorporent et après ils agissent aussi en fonction de celles-ci. Malheureusement, je n'ai pas été détaillé finalement la manière dont les normes épistémiques, les normes scientifiques sont incorporées. Et quelles sont les normes aussi scientifiques qui sont incorporées, parce que les normes scientifiques, il y en a quand même des tas. C'est un petit regret, mais qui mériterait là encore un mémoire, une thèse ou que sais-je. Donc voilà. C'est super intéressant cette partie parce que on peut se demander quelles conséquences ça a d'intégrer des normes qui font pas partie de notre formation initiale ou
dont on a à peine effleuré la surface pendant notre formation initiale, et d'ensuite en faire le cœur de notre hobby ou de notre activité principale par la suite, quoi. Est-ce qu'on les maîtrise, comment on les utilise, quel impact ça a sur notre communication avec les autres? Moi, je me Absolument. reconnais pas mal dans ce que tu as raconté là par rapport au parcours de tes interviewés. Je termine avec un truc dont tu me fais penser, effectivement. D'autant plus que les normes qui sont à la base scientifiques, elles sont intégrées dans un champ scientifique avec des règles particulières, des règles de publication, ne serait-ce que ça, des règles aussi de hiérarchie, de tout un tas de normes. Et qu'est-ce qu'elles deviennent une fois qu'elles sont sorties de leur champ, décontextualisées d'une certaine manière, pour être ensuite recontextualisées dans un champ qui est tout autre, qui est le champ peut-être sceptique, qui est aussi le champ familial, le champ lorsqu'elles sont mobilisées à ces endroits-là. Enfin, donc c'est aussi une question qui est extrêmement intéressante de comment ces normes se transforment. Et donc tu disais, effectivement, tu te reconnais dans ces parcours. Et donc tu te reconnais dans quel sens? Le fait d'intégrer ces normes petit à petit en étant autodidacte et tout en ne sachant pas si on les intègre bien, quelles sources consulter, ne pas avoir un suivi de vrai cursus là-dedans en fait, et ensuite de faire sa propre tambouille et de se prendre pour un expert, voilà. D'accord. Ouais, c'est super intéressant, ça aussi. C'est la question de l'incertitude. Comment tu vas évaluer tes sources finalement? Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à creuser là-dedans. Si je refais un master, peut-être. Mais ouais, il y a toute cette question effectivement de l'incertitude. Comment ils évaluent les sources? Comment ils savent et comment en fait ce qu'ils vont intégrer va être de quelle manière ça va être réintégré quand ils savent que finalement ils savent pas évaluer la source. C'est des questions très intéressantes. Et donc, si ça te gêne pas, est-ce que toi, par rapport au pôle toujours été sceptique ou au pôle venu des anciennes adhésions à une croyance extraordinaire, de quelle position tu te placerais toi? Je suis carrément dans le pôle, j'ai jamais cru à rien. Enfin, croire D'accord. dans le sens croyance extraordinaire, populaire, ouais, je suis vraiment là-dedans. Et je m'en rends compte rétrospectivement en regardant tout ce qui se dit dans la zététique. Je fais ah ça, bah je croyais pas, ça je croyais pas, ça je croyais pas. Du coup, je pense que c'est un peu moins intéressant de. Enfin ça c'est mon avis perso, hein, mais je pense que c'est un peu moins intéressant d'intégrer la communauté sceptique et de regarder les contenus quand on n'a pas soi-même cru, parce qu'on comprend moins comment on croit ces choses-là, quels sont les mécanismes de croyance, et en fait on est très rapidement dans une position surplombante et méprisante, dont il est très difficile de sortir même quand on en a conscience, quoi. Ok. Là, c'est intéressant aussi. Enfin, là je parle pour moi, Oui, oui, je non, veux mais pas tout faire à de fait. généralité. Mais c'est super intéressant que. Mais du coup, enfin, c'est par rapport à l'auto-formation où les gens sont un peu lâchés, un peu comme ce que tu disais, avec énormément de sources, énormément de contenus qui sont extrêmement divers et qui se recoupent pas forcément d'ailleurs. Pour toi, il y a effectivement des voies qui sont peut-être plus adaptées à tel type d'individu et des voies plus adaptées à tel autre. Et sûrement que c'est vrai. Enfin, en tout cas, je peux pas dire, c'est pas mon boulot, mais enfin, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Bref. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Ma question que j'avais posée il y a 30 minutes, comment en sont-ils venus au scepticisme? Voilà, je crois que c'est ça. Écoute, c'était une réponse très très complète. Alors, bien sûr, mon mémoire, entre guillemets, n'engage que moi. C'est les interprétations engagent mon moi d'il y a 2 ans. Et bien sûr, ce n'est absolument pas parfait. Il y a des choses qui auraient pu être creusées, d'autres choses qui ont été mal creusées, je pense aussi. Enfin, voilà, ça l'est, quoi. C'est la vie d'un mémoire. Tout en rappelant que l'échantillon comprend. 10 individus, effectivement. Pour un mémoire, c'est un peu ce qu'on demande pour un mémoire de M1. Pour un mémoire de M2, on demande plus. Mais pour une thèse, on demande beaucoup plus. En tout cas, pour une thèse en 3 ans, c'est autre chose. Donc, c'est très particulier. C'est un échantillon qui est assez réduit. Après, je pense que les processus décrits, même avec un échantillon réduit, ça n'enlève rien à ce que ces processus peuvent peut-être être décrits comme ça, quoi. Enfin, après, peut-être qu'ils sont mal décrits. Alors, je regarde mes questions parce que tu en as anticipé pas mal. Moi, je voulais te demander ce que tu avais pu tirer de tes questionnaires par rapport aux conflits existants dans la communauté sceptique ou dans les communautés sceptiques. Quels sont-ils? Enfin, en tout cas, quels étaient-ils au moment de ton mémoire? Et est-ce qu'ils peuvent émerger
des différentes conceptions de la zététique qu'ont les acteurs et actrices de la zététique, et comment on peut encore parler de communauté quand il y a des conflits très très gros. Bon, bah, on est reparti pour une demi-heure encore. Quand tu dis questionnaire, de quoi tu parles? Parce que j'ai pas fait de questionnaire. J'ai fait Entretien, pardon. Ouais, d'accord, ok. Alors, la question de la communauté, c'est une grande question. Tous les enquêtés, ils disent, voilà, avec les sceptiques, tous les enquêtés, ils parlent de la communauté. Après, la moitié d'entre eux, l'autre moitié, je pense, n'a pas eu l'occasion de le dire, c'est pas la question pour ou c'est pas le moment d'en parler, quoi. Mais il y a la moitié d'entre eux qui disent, ouais, mais en même temps, la communauté, elle n'existe pas vraiment, on fait notre truc dans notre coin, etc. Et donc, pour un sociologue, là, enfin, pour un étudiant en sociologie plutôt, on est un peu bloqué. Donc, moi, j'ai pris une définition. Alors, je vais écorcher leur nom, je suis bien désolé. Robert Laffam et Saskia Sassen dans Digital Formation, qui est un bouquin de 2005. Ils définissent la communauté dans leur bouquin comme le sentiment d'une identité commune construite autour d'un but partagé, de relations réciproques, et dont l'identité, la poursuite des objectifs et leurs relations occupent une part importante de la vie des personnes. Voilà. C'est une définition qui est relativement claire, qui est relativement précise, et qui a été construite comme telle dans le cadre de leur ouvrage, de leur recherche. J'étais un peu parti, voilà, avec cette définition, ok. Sauf que dans les entretiens, tout ne se passe pas bien. Tout d'abord, la communauté, il est difficile d'en parler. En fait, il n'y a pas de lieu qui réunit tout le monde. Alors, il y a plus ou moins le groupe Facebook Zététique qui, lui, existe, que tout le monde connaît. Tout le monde y a été à un moment ou un autre. Certains y sont encore, mais finalement peu. Donc, il y a ce groupe Facebook qui fait office un peu de lieu où les gens peuvent se retrouver, mais pas vraiment. Et aussi, entre les vidéastes, il y a aussi des canaux dans lesquels ils peuvent discuter de temps en temps entre eux, par exemple, pour organiser une collaboration, pour parler de leurs problèmes personnels aussi, pour un peu décompresser les uns avec les autres. Le groupe Zététique, à l'époque, il avait quand même pas mal de personnes. Il avait, je ne saurais pas dire, je ne l'ai pas marqué, bon, bref. Donc, il y a les vidéastes qui peuvent discuter entre eux. Et puis, il y a aussi chacun, on va prendre l'exemple de la Tronchambier, qui a une page Facebook, qui a une chaîne YouTube. Et donc, il y a sa propre communauté. En fait, finalement, les personnes qui suivent la chaîne, la Tronchambier, et qui vont interagir et qui, finalement, vont être reconnaissables un peu comme des gens qui interagissent relativement fréquemment. Voilà. Et les enquêtés, ils parlent aussi de leur, par exemple, pour les vidéastes, de leur chaîne YouTube comme d'une communauté, de leur communauté à eux, mais d'une communauté quand même. Et par exemple, ceux qui travaillent en association parlent aussi de leur association comme d'une communauté à eux aussi. Et donc, en fait, la définition que j'avais prise initialement, elle se heurte un peu à la définition un peu pragmatique des individus. Non pas tant que la définition de Latham et Sassen sous-entend qu'il y ait un lieu propre à la communauté, mais plutôt que le réseau d'interrelations, il est quand même pas si dense que ça, il n'est pas si efficace que ça, et le morcellement des lieux où la communauté peut exister, l'interrelation, elle est quand même extrêmement fragilisée, quoi. Rien ne dit que un des types qui soit sur les vidéos et qui soit reconnu comme tel, enfin reconnu comme étant souvent sur les vidéos de la Tronchambier, connaissent tout à fait hygiène mentale ou tout à fait concrètement moi, par exemple, ou etc. Le lien, il n'est pas tout à fait évident. Les définitions, elles varient énormément, quoi. Chacun dépeint un peu le jeune sceptique comme ayant une définition propre à lui du scepticisme, très vindicatif. Et chacun se positionne un peu en porte-à-faux vis-à-vis de cette définition, et chacun, à l'intérieur de la définition qui est en opposition avec la première, se définit différemment. Il y en a un, par exemple, qui dit très concrètement, moi, le scepticisme, c'est un loisir. Moi, ça fait écho à mon travail sur tel phénomène extraordinaire. Moi, je ne le conçois que comme un loisir. Ça n'a rien de militant, ça n'a rien. Moi, ce qui me plaît, c'est de m'y intéresser, quoi. C'est de faire mes recherches, parfois, j'essaye de publier dans des revues folkloristes, etc. Mais
Enfin voilà, moi je me fais plaisir et je ne suis là-dedans que pour me faire plaisir, pas autre chose. Il y en a telle personne qui est là pour déconvertir les gens, ou un autre qui dit, voilà, moi je me suis investi sur la question des OGM, parce que je pense que la question de comment nourrir l'humanité demain, elle est absolument primordiale. Et pour moi, c'est un sacerdoce, quoi. Je m'investis là-dedans et je veux m'investir de tout mon être pour essayer de défendre une agriculture qui puisse nourrir l'humanité demain. Enfin, il y a vraiment des positions extrêmement différentes. Il y a des positions qui sont aussi tout autant différentes par rapport à la définition du scepticisme ou de la zététique. Est-ce que le scepticisme ou la zététique, est-ce que ces termes renvoient à une méthode pour former un esprit critique? Est-ce que c'est une méthode pour soi-même déjà avoir un esprit critique? Est-ce que c'est une méthode pour que les autres aient un meilleur esprit critique? Parfois, la définition peut changer. Ou est-ce que c'est une méthode pour approcher les phénomènes extraordinaires et pour étudier scientifiquement les phénomènes extraordinaires? Et là, il y a encore des définitions qui sont très différentes. Encore parallèlement, il y a encore une autre division. Là, vous vous dites que je ne vais jamais en finir, mais peut-être que aussi, il y a ceux qui s'investissent comme un loisir, donc un type d'investissement qui est à côté de leur production professionnelle, finalement, de leur source de revenus. Il y en a d'autres qui veulent en faire, qui en font plus ou moins, ou qui veulent en faire leur source de revenus principale, parce que grâce au vieux YouTube, parce que grâce à un compte Tipeee, parce au financement de leur association, peuvent effectivement se verser un salaire ou la moitié d'un salaire, et donc qui se positionnent finalement comme des professionnels. Et puis, effectivement, je l'ai un peu cité, il y a le mode vocationnel. Donc voilà, pour moi, la question, c'est je vais essayer de m'y mettre à plein temps, sans recevoir de revenus, pour essayer de défendre une agriculture suffisamment productive pour nourrir l'ensemble de la planète. Donc on a quand même une myriade de positionnements différents, de définitions, de modes d'investissement. Effectivement, comment faire communauté avec tout ça, quoi. Et ça pose réellement question. C'est une question que les producteurs se posent essentiellement et se posent très régulièrement. En même temps, ces gens-là, ils ne sont pas d'accord, mais ils savent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils savent qu'il y a des définitions différentes. Ils savent qui sont qui est qui plutôt, qui sont les autres. Ils savent qu'un concept comme l'entretien épistémique, qui est un concept quand même extrêmement spécialisé, je doute qu'on utilise le terme d'entretien épistémique autre part que dans les mouvements sceptiques, mais ce concept-là, c'est un concept dont les gens voient un peu à quoi ça correspond, même s'ils ne sont pas d'accord. Donc il y a quand même une identité qui se forme, parce que mine de rien, ils se reconnaissent plus ou moins dans les mots, même s'ils disent « moi je me dis pas zététicien », mais en gros, ils se reconnaissent tout à fait. Même s'ils ne sont pas d'accord sur les objectifs, sur les buts, sur la définition du scepticisme et de la zététique, ils se reconnaissent, ils connaissent les mêmes termes, et puis ils discutent ensemble, les producteurs, en tout cas. Et moi, ce que j'ai voulu montrer aussi par la suite, c'était que ces producteurs, ils ont intérêt à ce qu'il y ait une communauté, surtout les vidéastes. En tout cas, qu'il y ait une forme de reconnaissance les uns par rapport aux autres, au moins qu'ils partagent des choses similaires. Plutôt, ça permet de partager un certain nombre de ressources. Donc, des ressources, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. Des ressources, c'est un soutien moral. Quand il y a une vague de harcèlement pour X raisons, quand il y a juste quelqu'un qui, du fait de situation personnelle, tout simplement, n'est pas bien, il peut en discuter aux autres. Et comme il y a une proximité entre les producteurs, comme il y a des liens qui finissent par se tisser, ils sont là pour discuter, pour se soulager un peu les uns les autres. Voilà, alors, ils font un travail émotionnel pour faire en sorte que l'autre aille mieux, en tout cas, aille pas aussi mal qu'il aurait pu être. Partager des ressources, c'est aussi partager des paires de bras. Ne serait-ce que, par exemple, pour les vidéastes qui peuvent, ensemble, je ne sais plus combien ils étaient, mais faire des projets ensemble, par exemple, les cercles un peu plus du terme Saralsroff. Mais voilà, et finalement, c'est aussi une ressource. C'est que quand tu es tout seul, faire un cercle de culture, ça te prend beaucoup plus de temps. Ça te prend beaucoup plus d'organisation et c'est vachement moins sympa, j'imagine. Ne serait-ce que ça. Partager des ressources, c'est aussi partager ce qu'on peut appeler... Alors, du coup, je prends le terme de Mathieu Koch, qui a travaillé sur les streamers sur Twitch, mais de capital communautaire.
Alors, qu'est-ce que c'est que le capital communautaire? Pour Mathieu Koch, le capital communautaire, c'est en fait une communauté de personnes qui consomment régulièrement et qui suit et soutient régulièrement la chaîne, du coup, des streamers pour ceux qui l'étudient, et un capital communautaire qui fait que, mine de rien, pour les streamers, ça peut leur rapporter de l'argent. Et en fait, l'intérêt du capital communautaire, c'est à la fois les transformables, plus ou moins, en tout cas, il a des dividendes, on va dire ça comme ça, permet de constituer un salaire, enfin des externalités financières, je ne sais pas comment dire, enfin il permet la création d'argent, on va dire ça comme ça, enfin la rétribution du producteur, mais à la fois, il peut être partagé. Il peut être partagé par des collaborations, entre autres. Alors, pour les sceptiques, le fait que ce soit financiarisé, qu'il y ait une rémunération, c'est pas forcément vrai par tous. Certains mettent pas de pub sur leur contenu. Alors, d'autres ont des Tipeee, donc il y a quand même une forme de rémunération, mais c'est pas le cas pour tous. Néanmoins, c'est très clair que ça peut permettre de partager et de renvoyer un certain nombre de publics vers d'autres chaînes, d'autres producteurs. Et pour les sceptiques, on peut aussi parler d'une certaine manière d'un capital communautaire. Notamment, il y a tel enquêté qui me dit, moi depuis que je suis passé sur telle production, mon compte de vue il a monté en flèche. Ou alors, moi j'avais tel projet, faire un bouquin, j'avais un financement participatif. Je suis passé chez tel vidéaste pour parler du financement participatif et effectivement, il a été conclu dans la semaine. Il a été rempli dans la semaine. Tel autre dit, moi, je vais sur la page zététique, je n'y suis plus que pour partager mes vidéos. Et effectivement, ça m'apporte un certain nombre de vues. Donc, il y a quand même l'idée d'usage des différents lieux de la communauté pour se partager un capital communautaire, se transférer un capital communautaire. Alors, il faut souligner quelque chose. C'est que là, je parle surtout des producteurs Internet. Je ne vais pas mettre trop de précision pour ne pas dévoiler qui, mais notamment des vidéastes. Parce que j'ai quand même 5 vidéastes parmi mes enquêtés. Donc. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait des choses similaires, mais de manière moins formalisée avec d'autres producteurs. Par exemple, des gens qui donnent des enseignements ou des gens qui sont en association. Peut-être qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui vont venir parce que on a parlé de telle association, tel enseignement sur une vidéo YouTube, sur un podcast, sur quelque chose. Donc, il est possible de l'imaginer. Moi, je n'ai pas vraiment d'exemple. J'ai effectivement l'exemple de quelqu'un qui donne des enseignements et qui me dit moi, ça m'énerve qu'il y ait des vidéastes qui parlent de zététique parce que souvent, ils en parlent mal. Et du coup, moi, j'ai ensuite des étudiants qui ne connaissent pas ce que c'est et qui sont sûrs de connaître. Et ça me les brise, plus ou moins, comme il dit. Est-ce que je suis clair ? Ouais, carrément. Ouais, ça me fait penser à des trucs, là, ce que tu dis sur le capital communautaire. Et effectivement, on imagine plutôt le capital communautaire accumulable et convertible en d'autres capitaux quand on fait des vidéos plutôt que quand on fait des enseignements. Je réalise mal ce que ça voudrait pouvoir dire capital communautaire quand on est enseignant. Ça me fait penser à la responsabilité que ça implique après. Plus ton capital communautaire est gros, plus ta communauté est grosse et fidèle, on va dire, plus tu es responsable de ça et plus tu es censé être rigoureux ou... Alors je sais pas, je vois beaucoup de choses possibles à faire avec une grosse communauté. Absolument, un grand pouvoir implique une grande responsabilité, exactement. C'est clair. Et d'autant plus qu'après, il y a toutes les normes juridiques. C'est que si tu gagnes de l'argent sur une production, c'est que sur ta production, tu dois être juridiquement même rigoureux. Tout à fait. Alors, tu avais dit capital communautaire pour un enseignant. Oui, outre la rétribution matérielle, économique, il peut y aussi y avoir une rétribution symbolique. C'est qu'avec un capital communautaire assez fort, avec, je ne sais pas, il y a, je dis un truc au pif parce que j'ai aucune idée des nombres aujourd'hui, mais s'il y a une chaîne YouTube qui a, je sais pas, 500 000 vues pour chaque vidéo, d'une certaine manière, elle a un poids ensuite pour affirmer, peut-être pas son expertise, en tout cas pour affirmer sa visibilité. Et son expertise peut ensuite être reconnue et on peut lui dire, on aimerait bien que vous parliez dans telle école, on aimerait bien que vous parliez dans tel journal, on aimerait bien que vous fassiez une apparition ici, on aimerait bien que vous parliez des sujets qui vous intéressent.
au Parlement ou des choses comme ça. C'est effectivement au Parlement européen, je crois que c'était Hygiène Mentale qui y allait, je crois, hein, c'est à vérifier, mais il me semble quand même, je crois que le démarqueur des étoiles a aussi été interrogé dans le cadre d'une mission sénatoriale ou quelque chose comme ça. Donc, il y a en tout cas, il y a une transformation en capital symbolique, quoi, qui peut être possible, qui n'aurait jamais été possible si il y avait 10 vues par vidéo, parce que finalement, trop peu de monde aurait pu. Voilà. Après, j'avais commencé à évoquer, au long de ma longue dissertation, j'avais commencé à évoquer le fait que il y a quand même des problèmes. Voilà, en fait, si les autres sont connus, ils imposent une vision de la zététique, ils imposent plus facilement, ils diffusent une vision de la zététique et leur définition qui est particulière, qui n'est pas forcément la mienne. Et en fait, du coup, il y a des gens qui disent, voilà, quand je suis dans les groupes sociaux que je fréquente, les gens ne savent pas trop sur quoi je bosse. Et quand certains apprennent sur quoi je bosse et qu'ils adhèrent à des trucs, ils ont peur que je vienne les faire chier à l'image de certains vidéastes ou à l'image d'autres zététiciens qu'ils ont rencontrés. Et notamment, en fait, dans les relations sociales, il y a aussi parfois l'impact d'autres producteurs qui portent la même étiquette que toi. Donc, en fait, il y a toute la gestion, pour parler un peu comme un sociologue célèbre qui s'appelle Goffman, qui étudie la question de la discrédibilisation, notamment par le biais d'étiquettes, enfin, la question de la gestion de l'information. En fait, parfois, ça nécessite de gérer l'information sur soi, de gérer comment on va se présenter, de gérer comment on gère l'étiquette qui est celle de sceptique, zététicien, etc. Et comment on va l'utiliser dans les groupes sociaux ou non, ne plus se présenter comme zététicien quand on rencontre des gens dans des groupes d'amis, ou même complètement retirer l'étiquette de son profil Facebook, de son profil Twitter. Et donc, voilà, donc il y a toute la question de comment gérer l'étiquette, qui en fait est aussi définie par d'autres producteurs qui n'ont pas forcément le même point de vue sur la définition de l'étiquette que toi. Par exemple, j'avais retrouvé un tweet d'un Mondrian qui répondait à quelqu'un qui disait « c'est triste, on se méfie quand l'étiquette… » Enfin, pardon. Le premier tweet dit donc « c'est triste, on est au point où on se méfie quand l'étiquette sceptique est brandie. » Et lui répond par-dessus « j'ai d'ailleurs modifié ma bio en conséquence. » Voilà. Et donc, il a bien modifié la manière dont il se présente pour ne plus être associé à cette image qui, pour lui, est un peu déplaisante. Pareil, il y a Olivier Simard Casanova qui gérait le groupe L'économiste sceptique sur Facebook et qui disait, alors c'était par rapport à une remarque un peu déplacée de quelqu'un, qui disait « si vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas utilisé le terme de zététique avec l'économiste sceptique, voilà, et ce tweet de machin illustre pourquoi. » Donc c'est aussi, il y a un jeu, on voit ici, entre le terme de sceptique et zététique plutôt, scepticisme et zététique qui peut être fort pour essayer un peu de se débrouiller par rapport à ces étiquettes. Mais voilà. On arrive à la dernière partie de ce mémoire sur... j'ai nommé un exemple d'une politique des communautés. Bon, ça fait un peu ronflant comme titre. Je pense que je me prenais pas pour de la merde quand j'ai écrit ce mémoire. Attends, juste par rapport à la fin de la deuxième partie, là, moi j'avais une petite question par rapport à l'étiquette sceptique, au capital symbolique, au capital communautaire, tout ça. Est-ce que tu as pu constater ou te demander au moins, est-ce que ce capital et ces étiquettes changent le rapport au monde qu'ont les gens qui se collent ces étiquettes eux-mêmes ou qui la reçoivent de la communauté? Est-ce que le fait d'être catégorisé sceptique change la façon dont tu perçois les autres et le monde? Dont la personne qui est catégorisée perçoit les autres et le monde. Ouais. Alors moi, j'ai aucune information là-dessus. Enfin, je ne pense pas avoir quoi que ce soit. Ils sont regardés lorsque les interlocuteurs, les personnes avec qui ils interagissent connaissent ces étiquettes. Et ça peut changer le regard que ces personnes ont sur l'individu qui a l'étiquette. Mais est-ce que eux-mêmes changent? Je ne sais pas. Alors, il y a effectivement l'exemple de cet homme-là qui a commencé à s'investir dans la communauté sceptique une fois qu'on lui avait dit que les sceptiques lui ont dit que c'était très intéressant et que c'était un peu sceptique. Donc, il y a un peu ce truc-là, le fait de se dire, en fait, vous me considérez un peu comme des vôtres, peut-être que ça vaut le coup que je m'investisse parmi vous pour être des vôtres, quoi. Voilà. Après,
J'ai que cet exemple en tête. Je pense qu'il est intéressant, qu'il pourrait être creusé. Mais voilà. Ok, mais je te laisse continuer avec la partie suivante alors. Donc on arrive sur... là aussi, je pense que ça doit être ce résultat, on va dire. Ce résultat-là doit être regardé avec un peu de recul et peut-être qu'il doit être amendé, peut-être qu'il n'était pas tout à fait précis, peut-être que les concepts ne sont pas tout à fait les bons. Tout un tas de questions qui nécessiteraient d'être abordées. Alors, la dernière partie, enfin sous-partie de cette dernière partie, se base sur la manière dont certains producteurs, et notamment le Cortex, tentent d'influencer la manière dont l'étiquette, dont la définition du scepticisme, de la zététique, est utilisée. Alors, c'est le Cortex qui écrit La grande braderie de l'autodéfense intellectuelle, qui est un texte qui est publié en 2017 et qui est suivi très rapidement d'une réponse collective de la part de différents producteurs ensuite. Alors, le Cortex, très rapidement, c'est un collectif fondé en 2010 pour diffuser les outils pédagogiques du scepticisme, de la pensée critique. Il est fondé, et puis il a aussi des forts liens avec l'université de Grenoble. Je me demande s'il n'est pas intégré à l'université de Grenoble. Je ne suis pas sûr de l'université où il y a Richard Monvoisin, car Richard Monvoisin est l'une des personnes qui est le plus connue par rapport au Cortex, en tout cas, qui me semble être la plus connue, en tout cas la plus identifiée, on va dire ça comme ça. Donc, la réponse collective a été signée par 11 producteurs, productrices, blogueuses, vidéastes, personnes qui tiennent des podcasts, modérateurs du groupe Zététique, aussi des noms qui sont assez connus. Jean-Michel Abrassard, je crois, notamment. Voilà. Donc, La grande braderie de l'autodéfense intellectuelle, c'est un article, un peu un billet d'humeur, qui a été écrit avec toute la rhétorique de Richard Monvoisin, donc très, très acide. Je signale, juste parce que ça me vient maintenant, mais la réponse là, dont tu parlais a été écrite du coup il y a quelques années, et j'ai vu passer récemment que Jérémy Royaux disait que s'il avait dû écrire la réponse aujourd'hui, il l'aurait pas du tout écrite de la même façon. Donc ça illustre un peu le fait que certaines données peuvent être datées. Absolument, tout à fait. La position d'un tout un tas de personnes a, je pense, extrêmement évolué, ne serait-ce, du coup on fait une aparté, mais ne serait-ce que par rapport au Covid, qui a changé beaucoup de choses. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de sceptiques qui ont partagé l'étude qui était un peu mal faite, qui montrait la mortalité due à la chloroquine. Et en fait, c'est une étude qui a été extrêmement critiquée par ailleurs. Je me demande si elle n'a pas été rétractée. Et les auteurs étaient assez connus pour publier des études sur des sujets un peu chauds rapidement pour avoir de la notoriété. Et pas mal de sceptiques, je pense, se sont jetés et ont partagé le truc. Et puis après, sont un peu mordus les doigts parce que l'étude a été après extrêmement critiquée par une méthodologie qui était assez défaillante. Toujours est-il que la chloroquine, voilà, bref, le résultat est pas très loin, mais n'empêche, je pense qu'il y a pas mal de positions qui ont dû évoluer parce qu'on a vécu une période de crise, notamment sur des questions socio-scientifiques qui étaient très fortes. Notamment aussi parce que peut-être que ce que je vais aborder ensuite, c'est un peu déchiré, elle n'existe plus, et du coup, la communauté, elle s'est un peu redéchirée, peut-être aussi. Enfin, bref. Bon. Et donc, en gros, ce biais, il essaye de dire et d'imposer le fait que le scepticisme défini comme l'esprit critique, et la zététique aussi comme l'enseignement de l'esprit critique, il a pour but de s'intéresser aux affaires politiques. Et il ne doit pas se contenter des trucs un peu paranormaux parce que ça n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, c'est bien sympa de savoir que il y a dans leur acception, qu'il y a des gens qui croient qu'il y a des squelettes géants dans l'est de l'Europe, mais en tout cas en France, ça n'a aucun intérêt politique. Donc c'est bien sympa d'en parler, mais il faut ensuite, et si on veut faire passer des concepts d'esprit critique, c'est très sympa, mais il faut ensuite pouvoir aborder les questions politiques. Par exemple, tous les biais qui peuvent être présents dans les médias. Donc il cite par exemple Le Point. Il dit aussi que on a, en tant que producteur sceptique, producteur zététicien, on a des responsabilités qui sont politiques. Et que du coup, si on accepte de parler dans Le Point
alors qu'on fait des cours basés sur le décortiquage des scénaristes conservateurs, des mensonges, des généralisations abusives, des fraudes, etc., sur le même journal, sur les mêmes, finalement, les mêmes sujets. Quelle serait la cohérence? En fait, il y a aussi l'idée de dire que les sceptiques, c'est très bien s'ils peuvent avoir une parole publique, mais que cette parole-là, il faut qu'elle soit cohérente par rapport à la défense de l'esprit critique et qu'elle soit aussi une parole qui soit aussi, d'une certaine manière, politique pour la défense d'une transformation politique et puis d'une transformation aussi médiatique. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit, du fait de ne s'intéresser qu'au paranormal, il dit c'est une version critique édulcorée, sans rien d'autre que le statut social que l'on peut prendre en discutant tard de la mémoire de l'eau, mais en quittant la discussion, par exemple, quand il s'agit de discuter des plafonds de verre que vivent les femmes ou des rouages qui font que la majorité des gens se tournent vers cette éthique semble être des hommes blancs, hétéros, CSP moyen aisés, alors, et jamais discuter ces choses-là, enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est un intérêt très limité. Je suis pas sûr d'être clair et de rendre justice au billet initial. Je ne veux pas transformer ce qui a été dit. Il me semble que tu ne brades pas le propos. Enfin, il me semble que c'est ça. Je l'ai relu il y a pas longtemps pour l'émission, donc il me semble que c'est bien ça. Après, il y avait beaucoup de choses dedans, donc ça serait dur de le résumer en 3 phrases. Sachant qu'il est peut-être possible de mettre les liens. Bien sûr, oui. Ça peut être utile. Bien sûr, c'est prévu, ouais. Donc il y a une réponse de producteurs qui d'abord juge très négativement le ton agressif et moqueur qui a été utilisé dans le cadre de la grande braderie de l'autodéfense intellectuelle, dans le cadre du billet précédent, qui considère que c'était pas nécessaire d'être agressif, d'être moqueur, mais qui aussi critique un certain nombre de points qui sont évoqués. Voilà. Notamment, un des points qui est critiqué, c'est un peu l'impression que ce billet veut imposer une définition du scepticisme, de la zététique, de l'esprit critique, qui n'est pas forcément celle des autres. Et du coup, les autres producteurs, eux, qui défendent d'autres acceptions, essayent de valoriser une position où différentes définitions peuvent cohabiter. Et ils pensent qu'il faut mieux laisser cohabiter les différentes conceptions et non pas imposer un scepticisme, une zététique agressif, en tout cas politiquement revendicatif d'une certaine manière, enfin politiquement engagé, que d'autres formes peuvent exister, peuvent cohabiter. D'autre part, il y a un autre point, c'est le fait que ça sera peut-être une arme utilisée par les sceptiques du scepticisme, par toutes les personnes qui ont des adhésions dans des thèses qui font qu'ils ne sont pas d'accord et ne peuvent pas être d'accord avec les sceptiques. Et donc, il y a une peur qui est super intéressante, je trouve, que j'aurais peut-être pu élaborer plus, finalement des phénomènes de harcèlement, des phénomènes d'injures que peuvent rencontrer les sceptiques sur Internet, notamment, sur les lieux où ils peuvent développer, créer, exister, et notamment le fait d'une peur que ça aggrave les tensions, les phénomènes de harcèlement, les attaques. Et enfin, il répète que la zététique, en tant que didactique des sciences, a pour noyau l'analyse du paranormal et des pseudosciences, et que en ce sens, le paranormal, il a toute sa place dans l'esprit critique, dans la zététique. Donc, en gros, ce que dit cette réponse, et ce que dit un peu ce débat, et ça, c'est l'interprétation que j'en fais, une interprétation qui peut être critiquée, je pense, mais qui n'est pas inintéressante, c'est qu'il y a un évitement de la politique. L'évitement de la politique, c'est un terme qui est utilisé par Nina Eliasov, qui est une sociologue américaine, qui a écrit Avoiding Politics, donc l'évitement du politique, comment les Américains produisent l'apathie dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est le sous-titre que je ne vais pas essayer de prononcer en anglais, par respect pour son ouvrage. Elle décrit la manière dont les associations qu'elle étudie, donc elle étudie 3 associations, dont certaines qui sont par définition des associations politiques, qui sont par définition des associations qui portent des revendications sur la lutte contre la drogue. C'est un objet très politique. Une autre, c'est sur une association parents d'élèves. Là encore, quelque chose qui a une forte connotation politique. Alors, politique dans son acception, c'est-à-dire volonté de changement. Donc, ça peut être de changer les choses, de changer les conditions de vie.
mais ça peut être très large. Ça n'a rien de partisan au sens politique tel qu'on l'entend parfois en France. Et notamment, donc, elle parle de l'évitement du politique. Et selon moi, c'est exactement ce qui se passe dans la majeure partie de la communauté sceptique, cet évitement du politique qui considère tout à fait qu'on peut utiliser le scepticisme d'une manière un peu politique. C'est possible, ok. Mais notamment, le scepticisme, ça ne doit pas être résumé à ça. Et par exemple, dans la page Zététique, donc la page Facebook, qui a un grand nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés de l'époque, mais ça devait être peut-être 18 000, quelque chose comme ça, 15 000. Il y a l'évocation claire et nette qu'on ne parle pas politique sur cette page. Il y a cette idée d'éviter les sujets politiques. La raison la plus simple, c'est pour éviter tous les conflits. Et le Cortex, en faisant ce billet, il met les pieds dans le plat. Il dit « moi, je veux qu'on parle politique ». Et donc, il casse cette stratégie qui était plus ou moins affirmée, plus ou moins formulée comme telle. Il la casse et il dit « moi, je veux qu'on parle politique ». Et la réponse ne se fait pas attendre. Elle dit « ok, vous voulez parler politique, parlez-en dans votre coin. Nous, on ne parle pas politique ». Et donc, finalement, reste sur un statu quo, même si le Cortex a toujours sa position et je ne veux pas qu'il la garde. Je pense que d'autres l'ont aussi maintenant. Mais il y a toujours cette idée que le scepticisme, la zététique, elle n'a pas cette définition de politique. Elle n'est pas politique, en tout cas, elle n'est pas une démarche politique. Alors, je crois que je peux être un peu mécompris, parce que je me suis mal exprimé, hein, c'est tout à fait de ma faute. Quand je dis l'évitement du politique, c'est notamment l'évitement du politique sur la page zététique, mais ce que je voulais dire, c'est aussi l'évitement du politique dans la définition de ce qu'est le scepticisme et la zététique. Et donc, la réponse, c'est bien ça, c'est de dire le scepticisme ou la zététique, à la base, c'est pas politique. Faites-le de votre côté, faites-en une version politique si vous voulez, mais dans tous les cas, nous, on défend l'idée que ce n'est pas quelque chose de politique et ça ne doit pas devenir quelque chose de politique, ça ne doit pas prendre cette connotation politique. Et là, du coup, je fais un petit encart, une petite parenthèse, c'est assez intéressant. Sylvain Laurence, du coup, il est connu pour certains bouquins qui sont très critiqués par les sceptiques, les politiques, peut-être à raison, je ne dirai pas mon point de vue, mais je n'en pense pas moins, mais notamment, il a écrit ce bouquin qui s'appelle « Militer pour la science ». D'ailleurs, ma libraire a cru que c'était « Nudité pour la science », ce qui est quand même assez cocasse, et c'est un bouquin que je lirai avec plaisir, celui-là. Non, Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France, 1930-2005. Et donc, il fait une histoire des mouvements rationalistes. Il explique très bien comment les mouvements rationalistes, l'Union rationaliste notamment, avaient été des mouvements qui étaient politiques, qui étaient des mouvements très proches des partis communistes et qui, en fait, avaient cette idée de mobiliser la science, diffuser la science dans le cadre d'améliorer les conditions de vie des gens et d'améliorer la vie des gens et aussi, d'une certaine manière, pour certains, mettre fin à la lutte des classes, quoi. Et pour certains, c'était un des modes par lesquels on peut mettre fin à une société capitaliste, c'était ces mouvements rationalistes. Alors, j'espère que je ne trafique pas trop la pensée de Sylvain Laurence, mais je crois bien que c'est ce qu'il dit. Donc, on a cet évitement du politique. Et l'interprétation que j'en fais, c'est que le paranormal est d'autant plus utilisé par les mouvements sceptiques que le paranormal permet des sujets qui évitent ces conflits, qui évitent ces scissions, et qui sont suffisamment consensuels, en tout cas parmi les sceptiques, hein, bien sûr, pour qu'on ne parle pas directement de politique quand on parle d'apparition de fantômes, quand on parle d'aliens, etc. Bon, dans les thèses, par exemple, des personnes qui croient aux ovnis, il y a énormément de questions politiques derrière, en sous-trame. Mais la manière dont sont cadrées les réponses scientifiques qui sont faites par la communauté sceptique, par les différents producteurs sceptiques, elle évite ces questions politiques parce qu'elle peut se saisir uniquement des questions paranormales et des questions scientifiques du paranormal. Ce qui ne serait pas possible à faire, par exemple, en étudiant le sujet du nucléaire. Impossible de ne pas parler de politique. Effectivement, difficile de ne pas parler politique avec le nucléaire, ne serait-ce que pour parler de oui ou non, on parle d'investissement public, quoi. Ouais. Donc, mine de rien, c'est très compliqué. Alors, effectivement, le dernier podcast, donc numéro 508, je crois, fait sur le balado scepticisme scientifique. L'intervenant, j'ai oublié le nom, malheureusement. Gabriel Palares. Exactement, merci. Il définit et il évoque la manière, ce qu'est des controverses socio-scientifiques.
on vous invite, je pense, à aller consulter cet épisode. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, moi, c'est un peu cette interprétation-là que je fais, et notamment le paranormal et aussi la science, la vision scientifique du paranormal, sont des lieux neutres, selon moi, qui permettent d'imposer cette définition et puis cette politique, en gros, de l'évitement du politique. Alors, je le sens en parlant. Cette partie-là de mon mémoire, je sens qu'effectivement, quelques années plus tard, je pense que cette partie-là serait peut-être à détailler, à refaire, à affiner, et qu'elle est plus aussi solide que ce que j'avais pensé qu'elle était initialement. Cette partie-là, peut-être que ça vaudrait le coup que je la diffuse une fois anonymisée, afin de la confronter finalement à d'autres regards et à d'autres interprétations, et voilà. Et finalement, on arrive à la conclusion du chapitre et à la conclusion du mémoire. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais dit dans le mémoire. Si vous avez eu le courage d'écouter jusque-là, franchement, je vous félicite et je suis vraiment très gré parce que ça fait plaisir de communiquer sur son mémoire et même si j'ai pas pu le diffuser initialement, je suis très heureux un mémoire, ça sert à ça et ça sert à diffuser ces résultats aussi. Je vais essayer de le diffuser peut-être par le biais d'un blog si j'ai la foi et l'énergie. Et là, ça me permet aussi un peu de diffuser les résultats, même s'ils sont pas parfaits, même si... C'est pour ça que je t'avais invité. Il me semblait important que des études comme ça, qui n'existent presque pas, soient diffusées, qu'on n'en reste pas à notre propre perception de la communauté, des conflits qui l'animent, des sujets traités, tout ça. Surtout qu'en plus, ton mémoire, pour le diffuser, c'est compliqué à cause de l'anonymisation de l'échantillon. Moi, ce que je vois aussi, c'est que au fur et à mesure que tu déroules tes résultats et tes questionnements de recherche, en fait, ça pose énormément de questions. T'as pas arrêté de dire ça mériterait un mémoire ou une thèse ou des études à part entière. Et oui, du coup, faisons-les. Bah ouais, pas moi. Là, moi, je m'arrête là, mais peut-être plus tard pour une autre occasion. Mais ouais, oui, absolument. Et c'est passionnant. Il y a énormément de choses à étudier. Et puis le mouvement, les producteurs ont énormément évolué depuis que j'avais commencé mon travail. Je sais que certains étaient en voie de professionnalisation. Ils commençaient à avoir relativement pas mal d'argent du fait de leur production, de Tipeee, enfin voilà, des vues sur leur chaîne YouTube, etc. Et malheureusement, aujourd'hui, ils font beaucoup moins de vidéos. Donc je ne suis pas sûr qu'ils aient pu se professionnaliser réellement. Qu'est-ce qui les en a empêchés? Est-ce qu'ils se sentent moins légitimes maintenant? Ce qui est possiblement une raison. Peut y avoir énormément de choses. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à étudier, à s'intéresser, à approfondir. Ma partie sur la communauté à la fin, je la trouve très intéressante, mais elle est, je pense, perfectible. Parce que éviter la politique, il faudrait que je précise un peu mieux par rapport à quoi, où est-ce qu'on évite la politique, on va dire. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a effectivement des mouvements sceptiques, zététiciens, qui assument une vision politique. Et d'autant plus que maintenant, il y a aussi des travaux en thèse, des travaux scientifiques, du coup, hors thèse, enfin, des travaux de la part de chercheurs déjà installés ou en postdoc, etc., sur ces sujets-là, sur la question de la croyance, sur la question de comment on parle avec des personnes à convaincre, que l'on veut convaincre, on va dire ça comme ça. Quand j'avais écrit ma conclusion, j'avais vu qu'il y avait une thèse sur la diffusion de la culture scientifique de Clémence Perronnet. Ça s'appelle la culture scientifique des enfants en milieu populaire. Étude de cas sur la construction sociale du goût, des pratiques, des représentations des sciences. Ça, c'est quelque chose que j'aurais adoré lire avant de mettre à mon mémoire. Et notamment, il parle de vision esthétique de la culture scientifique. Pour moi, vision esthétique, c'est au sens vision de la culture scientifique pour elle-même. Et pour moi, ça correspond tout à fait à un certain nombre d'enquêtés. Je pense qu'il y a quelque chose à approfondir aussi là-dessus. Enfin, il y a énormément de choses. Maintenant, la question de la sociologie des controverses, la sociologie des mobilisations, elle a aussi énormément apporté. Je lisais un ouvrage d'un collègue sur la question de la mobilisation de trois groupes de mouvements sociaux dans les années 90, sans papier, sans logement et puis sans emploi. Et notamment, il parle de la notion de cadrage qui peut être extrêmement parlante, finalement, la notion de cadrage qui exprime la manière dont on va définir, finalement, sur quoi on parle. Voilà. Et donc, finalement, là, j'en ai un peu parlé avec cette notion-là en tête. C'est on essaye de cadrer les sujets dont on va aborder sur la question scientifique, technique, et aucunement sur la question politique.
Et d'ailleurs, ça recoupe tout à fait à ce que disait Gabriel Palares, docteur Baratin sur les internets. Lui aussi, je pense que sa thèse peut être extrêmement utile afin de comprendre, ou sa thèse et puis les ouvrages sur lesquels il se réfère, etc., pour comprendre le mouvement sceptique. D'autant plus que on en reste un mémoire de première année, donc j'ai quand même une page et demie de bibliographie, ce qui est pas mal. Franchement, je suis assez content de moi, mais ce qui est négligeable par rapport à peut-être tout ce qui aurait pu être utile. C'est toujours le cas. Mais une année pour faire ce travail, je peux pas te demander tout non plus. Exactement. Et puis c'est toujours le cas. On n'a jamais toutes les références utiles, mais je pense que quelqu'un avec d'autres références pourrait avoir un tout autre regard et ça pourrait être aussi passionnant de. Ouais. Mais comme tu l'as dit, c'est super intéressant parce que ça lance énormément de pistes de recherche. Par rapport au lieu neutre, le concept là que tu as évoqué tout à l'heure, de ne pas parler de politique. En l'occurrence, tu as cité le paranormal. Moi, j'ai l'impression que le fait de ne pas parler politique, du coup, ça occasionne beaucoup de tâches aveugles dans les sujets traités ou non par la zététique, dont le rejet des sciences humaines et sociales, dont on parle très peu en fait dans le scepticisme. Très souvent, en fait, quand les sceptiques sont critiqués pour leur thèse ou en tant que communauté, c'est par le biais des sciences humaines et sociales. Et donc, forcément, c'est mon hypothèse, ça crée une réactance par rapport à ces sciences-là. Ça oblige à parler politique si on veut répondre à ces critiques. Et ça pose une question encore plus méta, c'est alors que les sceptiques prônent l'esprit critique, pourquoi refuse-t-on de se critiquer soi-même sous l'angle politique? Je n'ai pas de réponse. Non, tout à fait. Mais effectivement, pour moi, selon moi, cet évitement de politique sert à éviter les conflits. Et ça sert à éviter les conflits parce que notamment la communauté, elle est extrêmement utile pour ses producteurs. Et donc, c'est pas pour rien que c'est le Cortex qui pose la question politique. C'est parce qu'il a peut-être le moins intérêt, ou plutôt il a le moins d'usage et d'utilisation de la communauté telle que j'aurais pu en parler. Mais effectivement, pour les vidéastes, éviter le politique, ça permet de continuer à publier sur le groupe zététique, ça permet aussi de continuer à avoir des rapports, des liens, des partages de capitaux communautaires avec des vidéastes dont on n'a pas forcément les mêmes positions politiques. Donc, ça permet finalement de conserver ces ressources-là. Et ça permet de conserver le réseau, la communauté dans l'état où elle est. Enfin, en tout cas, ça permettait. Parce que maintenant, il y a notamment un tas de producteurs qui ont un peu changé leur fusil d'épaule, je pense. Et puis, effectivement, il y a le blog Zététique Métacritique que je ne connaissais pas à l'époque. Peut-être qu'il a été ouvert plus tard, je ne saurais pas dire. Qui, lui aussi, n'était pas intégré dans la communauté. Et donc, finalement, pouvait essayer d'imposer sa définition de son côté. Et puis, de se mettre en confrontation avec les autres, puisque finalement, il ne perd rien. Il y a la question des intérêts qui est intégrée là-dedans. Mais du coup, comment expliquer que des individus isolés qui ne sont que des purs consommateuristes de contenu sceptique, qui n'ont pas forcément un grand intérêt à la sauvegarde de la communauté telle qu'elle est, expriment aussi leur rejet de la politique en commentant sur Facebook ou sous des vidéos YouTube. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Je ne saurais pas répondre. Enfin, c'est peut-être une limite à ma thèse. À la fois, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas quand même intérêt, je pense, ne serait-ce que sur la page zététique, c'est que s'ils veulent que la page zététique reste telle qu'elle est, et donc, entre guillemets, toujours aussi intéressante pour eux, je veux que ça reste comme ça, du coup, il ne faut pas qu'on parle politique, sinon ça va la transformer, tu vois. Peut-être qu'il y a un truc comme ça. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Il faudrait faire un mémoire. Faisant une étude sociologique sur les consommateuristes de contenu sceptique. Mais absolument. Et je voulais faire ça par le biais de questionnaires. Mais le fait est que c'est que aujourd'hui, à la fois, si on voit un questionnaire, qu'est-ce qui me dit que le questionnaire va pas être partagé dans d'autres groupes qui auront des intérêts tout à fait différents, qui auront peut-être des réponses tout à fait différentes, et dans lequel il n'y a pas forcément comment je saurais qu'ils sont dans d'autres groupes, qu'ils l'ont vu d'une autre manière, comment je peux en fait aussi avoir une forme de représentativité, parce que ceux qui vont répondre à mon questionnaire, il y a forte chance que ce soit les plus mobilisés. En même temps, c'est pas inintéressant non plus. Mais en même temps, ce sont aussi ceux qui ont le plus l'habitude à répondre des questionnaires. Donc, il y a plein de questions à se poser, et notamment comment faire pour
entre guillemets, que le questionnaire n'aille pas n'importe où et soit pas répondu par n'importe qui. C'est des questions auxquelles j'ai pas encore eu de réponse et donc qui m'empêchent de penser à créer un vrai questionnaire pour avoir d'autres informations, quoi. S'il était une énième bouteille à la mer. Mais oui. Enfin, après, il y a plein de biais encore à prendre en compte auxquels j'ai pas encore forcément réfléchi. Mais, ouais. Mais c'est aussi ça qui est grisant avec ce genre de recherche, c'est qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose. Et en même temps, il y a tout à faire. Voilà. En effet. Déjà, merci beaucoup d'avoir partagé ces résultats et pistes avec nous. Mais moi, c'est aussi pour ça que je l'avais fait. C'est que certes, il y a toutes les stratégies, il y a un peu l'analyse par intérêt que j'ai fait un peu de mon parcours aussi au début. Mais finalement, il y a aussi tous les goûts qu'on a, qui sont aussi peut-être issus d'intérêt, etc. Mais ce sont quand même des goûts. Et quand on aime un truc, ça nous fait plaisir d'en bouffer, quoi. Et moi, j'ai adoré faire mon mémoire. Et puis, je suis très heureux de le diffuser, quoi. Mais je suis très content d'avoir pu un peu diffuser les résultats qui sont perfectibles, qui sont peut-être pas terribles, ou peut-être qui sont super, j'en sais rien, à vous de vous faire une idée. On espère qu'ils seront confirmés ou réfutés par des études ultérieures. J'espère aussi, ce serait cool d'avoir un peu de pouvoir lire des choses. Alors, peut-être qu'on peut faire un point aussi, de parler des choses que j'avais vues, en tout cas en sociologie, en sciences humaines et sociales, qui pourraient intéresser les personnes qui voudraient s'intéresser à ces choses-là, au scepticisme, en tant que consommateur ou en tant que personne qui réfléchisse, ou alors en tant que sociologue. Voilà. Donc, il y avait quelques informations qui, je pense, auraient pu être utiles à partager, qui ne sont pas forcément connues, quelques références. Notamment, j'avais Marianne Doury, en 1994, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Analyse de l'argumentation dans le débat autour des parasciences », qui est un bouquin où elle parle énormément d'Henri Brock, des sceptiques de cette époque-là, des années 90, et de leurs apparitions. Donc, je crois aussi James Randi. Mais en tout cas, elle parle énormément d'Henri Brock et des argumentations, des stratégies d'argumentation. Et notamment, elle évoque le mouvement sceptique, quoi. Il y a Militer par la science, dont j'ai beaucoup parlé. Il y a la thèse de Richard Monvoisin, donc ça qui est connu. Il y a Perronnet-Clémence, donc pareil, thèse de Lyon, en 2018, la culture scientifique des enfants en milieu populaire, étude de cas sur la construction sociale du goût des pratiques. Donc ça, voilà. Il y a aussi Pinch et Collins, qui sont deux sociologues américains, qui ont écrit un article qui s'appelle Sciences privées et connaissances publiques, le Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal et son usage de la littérature. Le titre de l'ouvrage rend mieux à l'écrit, qui est un des articles qui évoque le mouvement sceptique, cette fois-ci américain, et qui, je pense, est relativement intéressant à utiliser. Il y a enfin Romy Sauver, que j'ai évoqué, qui, je pense, gagnerait énormément à être beaucoup plus lu par les sceptiques, et notamment pour tout ce qui est de la manière dont les personnes qui adhèrent à des sectes prouvent le fait que ce à quoi ces personnes-là croient est vrai, en tout cas pour eux, pour elle et eux, et donc la manière dont ils formulent une preuve, et ça c'est réellement passionnant. Donc voilà, je voulais préciser un peu ça parce que je me dis, si quelqu'un veut se lancer dans un mémoire ou une thèse là-dessus, peut-être que ce sont des choses qui lui seront utiles. Voilà. Ça marche. Je te propose qu'on ferme l'enregistrement après ces 2 heures. Putain. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée à ceux qui nous écoutent, une bonne continuation et beaucoup de curiosité, beaucoup d'empathie pour ceux qui essaient de toujours comprendre ce qui se passe. Merci à toi. Merci à Paul pour cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Les Dubitaristes, c'est une association basée à Bordeaux. N'hésitez pas à suivre nos activités si le sujet de l'esprit critique vous intéresse ou si vous avez envie de vous impliquer. À une prochaine et que le doute soit avec vous.